Voici la toute nouvelle Kia EV4. C'est la voiture électrique Kia la plus abordable, en théorie, ou du moins au niveau du PDSF. On va vous revenir sur les prix dans la conclusion, mais je suis très content de pouvoir essayer cette voiture-là parce que la EV4, c'est une voiture qui s'insère dans le groupe, je dirais, du retour des voitures électriques abordables, parce que au début de l'arrivée des modèles électriques, on avait des subventions fédérales qui étaient quand même avantageuses si le prix de base des véhicules était inférieur à 45 000 canadiens avant transport et préparation. Après ça, ça a été augmenté à 55 000. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup de véhicules augmenter en prix. Les versions de base à être éliminées, les modèles abordables disparaître ou être relayés à une position de second ordre ou être indisponibles. La Bolt en est morte essentiellement, elle est revenue, elle a été ressuscitée par GM qui a admis son erreur. Et chez Kia, le Niro EV, c'est vrai aussi chez Hyundai, on avait vu les prix de base qui augmentaient, puis on se ramassait avec des véhicules assez dispendieux. Et donc là, c'est le grand retour des véhicules électriques abordables. Prix de base de 42 000 transport et préparation inclus pour la version de base. Ici, on a une GT Line avec la grosse batterie, donc c'est plus. On va vous donner les prix exacts dans la conclusion. Le modèle Light avec la petite batterie, on s'en fout, personne ne va acheter ça. Vous ne devriez pas acheter ça d'ailleurs parce que la différence de prix est trop faible. Et sur la valeur de revente, vous allez définitivement toujours récupérer votre argent sur le petit écart pour avoir la grosse batterie. Donc, le modèle Light, on s'en fout. Je ne serais pas surpris de le voir disparaître. D'après moi, c'est juste pour être capable d'annoncer un prix de base qui est abordable. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une batterie de 81,4 kWh. Mais, ce n'est pas une batterie 800 volts comme dans la EV6, dans le EV9 et les équivalents qu'on a chez Hyundai. Parce qu'avec Kia, on est arrivé avec le EV6, 800 volts, recharge à 230 kW. Là, on est même rendu à comme 260 kW avec la plus grosse batterie maintenant. Tout ça, c'est aux poubelles. On a une architecture, donc, 400 volts dans le véhicule. C'est une batterie 400 volts, une motorisation ici à traction avant 400 volts. Et quelles sont les conséquences de ça? D'abord, le prix, c'est un véhicule qui est un peu plus abordable, mais ça veut aussi dire que la vitesse de recharge est largement impactée. La recharge, 10 à 80 % ici, c'est 31 minutes avec une vitesse de recharge aux environs de 125 à 130 kW. C'est la moitié de la vitesse de recharge d'un EV6. Pourquoi? Parce que c'est une architecture 400 volts. Puis si on fait des petits calculs rapides, 2 fois le voltage dans le EV6, 2 fois la vitesse de recharge, probablement que l'ampérage, lui, le courant, ce qui fait que ça chauffe, est le même. Et donc, on en a un peu moins. Mais on a quand même une bonne autonomie, 552 km selon Ressources naturelles Canada pour les modèles avec les plus petites roues, 515 km pour un modèle comme le GT Line qu'on a aujourd'hui. Puis le modèle Light, que personne ne va acheter, 391 km d'autonomie. Donc, on compense quand même la vitesse de recharge par une relativement bonne autonomie. 550 km, c'est intéressant. Là. On est dans le monde des Tesla Model 3 à grande autonomie, par exemple, dans un véhicule qui, essentiellement aujourd'hui, coûte 2 fois moins cher qu'une Model 3 parce que Tesla ne veut pas nous en vendre. Quoi dire d'autre? Pas de traction intégrale de disponible. Pourquoi il n'y a pas de traction intégrale de disponible? Parce que je pense qu'on veut différencier ce véhicule-là des autres véhicules un peu plus abordables que Kia veut introduire sur le marché, qui sont le EV3, qu'on n'a pas encore pu voir en personne. Je l'ai vu en personne, mais en Europe, mais en Amérique du Nord, on n'a pas pu l'essayer. Et le EV5, qui lui est un VUS électrique un peu plus gros. La EV4, c'est aussi, et c'est important de le dire, une berline. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que presque plus personne n'achète des berlines. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que cette voiture-là, le marché auquel elle se destine, c'est le même marché
que la Kia K4 occupe comme reine actuellement, un marché dont tout le monde ne se préoccupe pas. En fait, personne ne s'en préoccupe, sauf ceux que ça concerne. Et c'est ce que moi j'appelle le spécial voiture de livraison Saint-Hubert. Donc en fait, là, il y a une catégorie de voitures qui est destinée aux flottes. Historiquement, il y avait la Bolt qui occupait quand même bien ce marché-là. La Nissan Leaf un peu, mais plus limitée. Au Québec, là, puis je pense que c'est peut-être un peu différent aussi de façon du reste du marché canadien et nord-américain, là, mais on a quand même un certain nombre d'organisations assez grosses, que ce soit des restaurants ou des écoles de conduite qui ont besoin de flottes, de véhicules abordables, puis qui, pour leur image, préféreraient que ce soit des véhicules électriques. Par absence de choix de véhicules électriques abordables, ils s'étaient rabattus sur la Kia K4 avant. Puis avant ça, ils achetaient beaucoup des Bolt, des Nissan Leaf. Puis avant ça, ils achetaient des Yaris. Et donc, vous voyez là, des flottes de Saint-Hubert de livraison de Yaris. Là, il y en avait quand même beaucoup. Puis c'est comme un marché un peu particulier, un peu niche au Québec dont personne ne se préoccupe. Et moi, je pense que la Kia EV4 va être très compétitive dans ce marché-là. Honnêtement, je pense que c'est à ça qu'elle se destine. Et je ne serais pas surpris que les ventes de flotte, là, en proportion, en pourcentage, soient assez élevées. Et ça, c'est un marché, d'ailleurs, dans lequel le Niro n'a jamais très bien performé. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un véhicule pour déplacer des gens, pour livrer des choses de petite taille, qui ne sont pas bien grosses. On ne veut pas nécessairement une vanne commerciale parce que c'est laid, ça coûte cher, il y a très peu de choix en ce moment. De toute façon, ce n'est pas nécessairement super approprié. Puis on veut un véhicule qu'on est capable de revendre aussi. Donc moi, je pense que compagnies de location, compagnies qui ont besoin d'une flotte de véhicules pour la livraison, les écoles de conduite, ça risque d'être un hit, mais tout dépend des prix là, de vente de flotte et ça, on ne les connaît pas. Le port de recharge, il est situé ici à l'avant et c'est un port NACS. Et oui, Kia transitionne tous ses modèles progressivement vers le port NACS et les nouveaux modèles, bien sûr, en font partie. Donc ça, c'est très bien, chapeau, de passer au NACS. Si on fait le tour rapidement de la voiture, là, ce qu'on remarque, c'est que la Kia K4 a une ligne de toit là, qui s'extensionne. On a quelque chose de très aérodynamique, mais aussi qui donne beaucoup de volume à l'intérieur. C'est définitivement une berline, mais c'est aussi caractéristique, je trouve, de cette espèce d'inversion du marché où avant, on faisait des VUS sur des bases de voitures, puis aujourd'hui, on fait des voitures sur des bases de VUS, et ça donne ce genre de forme-là. Là, on a vu la nouvelle Lexus ES récemment aussi, qui ressemble un peu à ça. T'as Crown dans le thermique, là, bref. On a cette forme-là, c'est quand même un peu particulier. Je vais faire le tour extérieur avant d'aller à l'intérieur. Au niveau du coffre, là, ce que j'avais remarqué, c'est qu'on a quand même un bon volume de coffre. C'est difficile de vous le montrer, là, mais c'est quand même une voiture assez volumineuse. Un peu de rangement ici sous le coffre, pas de pneus de secours. Cependant, donc, assez bien, mais j'ai une petite critique. Je trouve que avec cette superbe ligne de toile-là, on aurait eu l'opportunité chez Kia de faire ce qu'on appelle un liftback, donc pas un hatchback, mais plutôt que d'avoir un très petit seuil de coffre comme ça, on aurait pu venir intégrer là, la vitre arrière au coffre, lever ça, puis aller venir profiter là, du volume en hauteur qu'on a ici pour avoir plus de rangement. Cependant, on ne l'a pas fait. Ce qu'on retrouve ici, c'est typique là, de toutes les Kia. Donc, on a là, les mêmes écrans. Moi, j'ai la critique là, régulièrement de dire que je trouve ça problématique que les commandes de la ventilation soient ici parce que si vous êtes, là, la caméra là, est à comme 1 cm de mon visage, là, on ne voit pas les commandes de ventilation. Il faut comme se tasser puis venir les chercher ici. Bien sûr, on peut augmenter la température là, puis les vitesses ici de ventilateur puis les modes. Mais c'est quand même assez limité. Petit bouton de volume, ici des boutons tactiles. Donc, on a relativement un peu de commandes, assez sobre à ce niveau-là. Là, quelques boutons ici, le stationnement, auto-hold, ce genre de choses. Donc, c'est là le combiné d'instruments à double écran, je crois, de 12,3 pouces, plus le petit écran ici. Vous voyez, bon, cette semaine, là, j'ai fait des petits déplacements de 35 kWh par 100 km. C'est pas nécessairement représentatif, mais on devrait aller chercher là, plus de 500 km d'autonomie. Personnellement, au niveau des intérieurs chez Kia, je trouve ça quand même assez bien. J'aime pas trop le beige là, dans la version GT Line qu'on essaie aujourd'hui.
palette au volant aussi pour le freinage régénératif. Mais vous allez voir là, dans la portion essai routier que j'ai des petites critiques là-dessus. On a un chargeur à induction. Et puis, sous la console centrale, vous allez trouver là, un petit espace pour mettre votre fameux petit poulet. Puis moi, j'adore le fait qu'ici, on a mis des porte-gobelets qui se déploient. C'est le genre de choses qu'on voyait dans les années 90, début des années 2000. C'est pas ça en forme de critique. Moi, probablement, j'aime ça, la flexibilité d'avoir plus de rangement. Puis je trouve ça drôle, puis c'est juste le fun. Puis probablement que si vous avez une personne plus jeune à un enfant à côté de vous, il va peut-être gosser avec ça de manière interminable. Donc, relayez-les aux places arrière. Voilà à l'arrière maintenant. Je remarque là, que le seuil du siège est vraiment incliné d'ailleurs en installant le siège d'auto. Il faut pouvoir faire des ajustements là, par rapport à ça. Quand même une porte qui rouvre super grand. D'ailleurs, on a quand même une bonne hauteur. Là, fait que même avec une coquille de banc d'auto, ça se fait relativement bien là, de l'insérer dans le véhicule. Bien qu'on ait un modèle GT Line, on a des prises USB à l'arrière, pas de commande pour la ventilation. Mais on a énormément d'espace là, pour les jambes. Ceci étant dit, le seuil du siège est assez bas. Fait que moi, même si je mesure juste environ 1,71 m, j'ai les genoux dans les airs. Puis je peux pas non plus insérer mes pieds sous le siège d'en avant pour essayer de me mettre plus confortable. Fait que on voit qu'il y a des petits compromis ici là, dans ce véhicule-là. Puis probablement, il faudrait que j'essaie dans le EV3, mais d'après moi, parce qu'on a peut-être plus de hauteur. Ici, là, on a quand même un certain volume, mais c'est pas non plus un espace de rangement. Fait qu'on bénéficie comme pas de tout l'espace qu'on a à l'arrière. C'est pour ça que j'avais une critique comme quoi j'aurais aimé que ce soit un modèle liftback. Nous voici maintenant au volant de la Kia EV4. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, ça fait une semaine que je la conduis et mon impression de conduite, vous allez trouver ça plate, mais c'est vraiment intéressant, c'est que c'est une voiture normale. On a une architecture 400 volts, traction avant, pas tant de puissance, pas tant de couple instantané. Je dirais même qu'il y a un délai là, dans la pédale, un peu comme si on était dans une voiture à essence, avec une transmission régulière ou une CVT, mais c'est pas négatif, là. C'est une voiture normale avec un comportement routier normal. C'est confortable, mais c'est un peu mou. C'est pas la voiture la plus performante dans les virages. C'est pas la voiture la plus performante en accélération. On a une bonne autonomie. La consommation est raisonnable. On en a déjà parlé. On a beaucoup de volume intérieur. Ça fait le travail de n'importe quelle voiture. Ceci étant dit, j'ai une plainte. J'ai passé la semaine au complet à avoir des alarmes qui me disaient que le freinage régénératif ne fonctionnait pas parce que au début de la semaine, c'était la batterie est trop pleine, donc il n'y a pas de freinage régénératif. Puis après ça, le matin, il faisait -1 degré, puis c'était le freinage régénératif ne fonctionne pas parce que la batterie est trop froide. C'est vrai qu'il a fait plus froid cette nuit, il devait faire à peu près -16 selon la météo cette nuit, mais pourquoi me dire ça? Je veux dire, ça me préoccupe pas tant que ça que le freinage régénératif fonctionne pas parce que de toute façon, je suis pas en train de faire un test d'autonomie. Puis quand on essaye d'avoir le maximum d'autonomie, de toute façon, c'est souvent sur de l'autoroute. Fait que le freinage régénératif a relativement peu d'influence. Fait que c'est le fun d'avoir du freinage régénératif pour maximiser l'autonomie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on a une autonomie de toute façon de plus de 500 km. Je veux dire, je ne vais pas faire 500 km en ville où est-ce que le freinage régénératif va avoir tant que ça influencé mon autonomie. Fait que... Vous pouvez juste pas mettre l'alarme. Vous écrivrez dans le manuel que le freinage régénératif dans certaines situations, si la batterie est froide ou trop chargée, est sous-optimale. Fait que c'est ma seule plainte. Mais sinon, là, j'ai eu une semaine une Kia K4, là, je pense que c'était l'hiver dernier. Puis là, j'ai une EV4. Puis pour moi, là, l'expérience de conduite, mis à part ce petit élément-là au niveau du freinage régénératif, est la même. Et donc, aujourd'hui, on a des voitures électriques relativement abordables, on va y revenir dans la conclusion, qui se comportent comme des voitures totalement normales. Tu sais, la différence, l'écart, là, le fossé dans l'expérience entre les véhicules électriques
et les véhicules thermiques s'effacent tranquillement, pas vite. Et la prophétie qu'Alexandre et moi, on vous fait là, depuis des années, qui est que en 2027-2028, on va être arrivé au point où, économiquement, au niveau de l'expérience et tout, on va arriver au point où est-ce que pour beaucoup de véhicules électriques, on va être à peu près au même endroit que pour les véhicules à essence. Et cette EV4-là, c'est le début de la vague, de la nouvelle arrivée là, de véhicules électriques modernes et abordables. Pourquoi je dis moderne? Parce que je considère, même si c'est une architecture 400 volts, c'est pas toute là, la modernité des véhicules électriques, mais on a quand même quelque chose là, qui est plus un véhicule électrique dédié que ce qu'on aurait vu là, dans une Chevrolet Bolt ou dans un Kia Niro EV, par exemple. Puisque la Kia EV4 passe à un ACS, comme beaucoup d'autres modèles, ça veut dire que les gestionnaires de réseaux de recharge, y compris ceux d'Hydro-Québec, le circuit électrique, doivent s'adapter. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un port NACS sur une borne de recharge. Donc, je vais prendre mon application du circuit électrique ici. Je vais tenter là, de me connecter à cette borne-là puis voir comment que ça va se passer, notre expérience de recharger là, la EV4 nativement en ACS sur une borne du circuit électrique. Donc là, la batterie est à environ 60 %, là, donc c'est sûr qu'on ne s'attend pas à avoir là, une performance de recharge absolument stellaire. De toute façon, la Kia EV4 là, ne recharge pas si vite que ça. Donc on va prendre notre pistolet NACS ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Oh que c'est lourd! On va insérer le pistolet, sortir notre application du circuit électrique. Appuyer sur démarrer. On s'assure que c'est bien connecté. Et boum, en préparation. Donc on est toujours en préparation. Là. Quelque chose que je voulais voir, c'est comment de temps prend là, le fameux handshake, hein, la prise en charge. Là. Donc ça a pris, là, je dirais, moins de 30 secondes. On commence à recharger, mais on n'a toujours pas de vitesse de recharge. On est à 0 kW. On a démarré à 61 % et bon, là ici, ça monte. 15 kW, 30 kW. On va aller voir dans le véhicule. La batterie était relativement froide. Là, j'ai pas pris le car scanner. Mais vous voyez, là, on nous annonce 29 minutes jusqu'à 80 % en charge à 26,2 kW. Donc là, il n'y avait pas de préconditionnement. Puis on est parti d'un état de recharge là, qui était assez élevé. Il va quand même rester quelques minutes. Là, puis si la vitesse de recharge augmente, je vous le dirai. Sinon, on va passer à la conclusion. Mais tout ça pour dire que les véhicules passent à un ACS. Les gestionnaires des circuits de recharge aussi. Donc, cette transition-là va se faire tranquillement, pas vite. On ne verra pas là, le port CCS disparaître de sitôt. Si on doit s'inquiéter pour un port, d'après moi, c'est le CHAdeMO, parce que si on doit supporter deux ports incluant un ACS, c'est le CHAdeMO qui va prendre le bord dans la plupart des cas. Mais somme toute, là, une expérience de recharge sans friction avec la Kia EV4 sur une borne du circuit électrique qui est native NACS. Ça fait 10 minutes que je suis sur la borne de recharge. Là. Je ne voulais pas faire un test de recharge, mais finalement, j'ai réalisé que c'était une bonne représentation d'un cas d'utilisation qui est le suivant. Vous vous rendez quelque part, hein, chez des amis, peu importe, de la famille, vous passez la nuit là, il n'y a pas de borne de recharge de niveau 2. Peut-être que vous avez chargé niveau 1 si vous pouviez, peut-être pas. Puis là, le lendemain, c'est bien que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Vous avez besoin de recharger avant de partir pour retourner chez vous. Moyen ou long trajet à faire. Et la batterie est froide. Il faisait pas si froid que ça. Il a fait à peu près moins 15 cette nuit, mais il faisait moins 1 quand j'ai commencé à filmer, puis il pleut en ce moment. On est en haut de 0. Je suis arrivé à 61 %. Ça fait 10 minutes que je recharge. Écrivez-moi dans les commentaires où vous pensez qu'on est, à combien de pourcentage de recharge. Parce qu'on parle d'un véhicule quand même qui fait 10 à 80 % en 31 minutes en théorie. Ça, c'est si la batterie est à la bonne température. Et bien, après plus de 10 minutes, on est à 65 %. Je vais vous afficher le graphique là, de recharge du circuit électrique. Là. Mais si vous regardez ici, là, on est à 11 minutes 34. On a mis 5,23 kWh. Ça nous a coûté 2 $ et on charge à 28 kW. De puissance.
Donc, tout ça pour mettre l'emphase, je pense, sur l'importance de la recharge à la maison. Hein? Si vous pouvez recharger à la maison, c'est bien. Si vous vous retrouvez dans cette petite situation-là que moi, je pense que ça va arriver à quand même des gens parce que on a tellement d'autonomie avec du 550, 515 km. On peut facilement faire un trajet, par exemple, Québec-Montréal, Québec-Saguenay, Montréal-Québec. On n'a pas besoin de se recharger sur une borne de recharge rapide à l'instant où on fait le trajet. Puis si on revient le lendemain ou quelques jours plus tard, puis la batterie pas chargée, puis on se dit, ben, on va la recharger avant de partir, ben, on tombe dans cette situation-là où on n'a pas eu le temps de préconditionner la batterie parce qu'on n'a pas fait de trajet d'avance. Ça a cet impact-là. Donc, qu'est-ce qu'on... Là, je ne vous fais pas un conseil pour la EV4 en général, là, mais si vous vous retrouvez dans cette situation-là, des fois, ça peut être plus avantageux de quitter, si vous avez assez de batterie, rouler un moment, si c'est un véhicule avec le préconditionnement de la batterie, préconditionner la batterie, puis arriver à faire une recharge rapide plus loin dans votre trajet avant d'arriver, parce que commencer une recharge à froid comme ça, c'est long, ça prend du temps. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai de la fameuse Kia EV4. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est une voiture ordinaire et ça, c'est très, très, très positif. Vous pouvez acheter une Kia EV4 et si vous ne vous posez pas la question, mis à part le fait que vous n'aurez pas besoin de mettre d'essence dedans, que vous allez la brancher à la maison, ben, c'est comme avoir l'expérience d'une voiture électrique. On a quand même une bonne autonomie. On a énormément d'espace à l'intérieur. Un intérieur qui est très bien, très spacieux, très moderne. Personnellement, je choisirais définitivement ce véhicule-là devant, par exemple, une Corolla, là, la dernière que j'ai essayée, quoi qu'il y en a une nouvelle maintenant qui s'en vient. Donc, un véhicule quand même assez intéressant. Moins bonne performance de recharge. On compense quand même avec de l'autonomie. Tout ça est dû à l'architecture 400 volts. Et là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai mentionné dans l'intro et que j'ai aussi un peu touché là, à plusieurs points dans la revue de la Kia EV4. Et c'est que, bien que ce soit la voiture Kia avec le PDSF, hein, le prix de détail suggéré par le fabricant, le plus faible, ce n'est pas la Kia la plus abordable. Pourquoi? Bien, parce que, au niveau des incitatifs, que ce soit les rabais, les taux aussi, bien, ça en fait que ce n'est pas la voiture la plus abordable. Là, il y a des nouvelles subventions fédérales. Tous les véhicules Kia sont admissibles, mais les calculateurs des constructeurs sur leur site n'incluent pas encore ce nouveau 5 000 $ de rabais-là. Puis je vais m'abstenir de spéculer. Là, si vous aimeriez connaître l'impact des nouvelles subventions sur le prix des voitures, vous me l'écrirez dans les commentaires. Puis on pourrait peut-être faire une vidéo dédiée là-dessus. Là, je ne veux rien promettre. C'est juste que je ne peux pas prétendre que je vais soustraire 5 000 $ puis que ça va donner le prix final parce que, surtout sur la location là, puis le financement, parce qu'ils peuvent ajuster d'autres paramètres. Mais bref, on parle là, en location à peu près 750 $ par mois pour une version Wind, dans le fond, à grande autonomie. Ce qui est quand même relativement dispendieux. Fait que là, oui, si on ajoute le 5 000 $ de subvention, peut-être qu'on soustrait environ 100 $ par mois de ce prix location 48 mois, incluant les taxes. Puis à l'achat, le 60 mois, on est à comme plus de 900 $. Mais le Kia Niro actuellement, en location, excluant les nouvelles subventions, c'est 491 $ par mois. J'ai fait des recommandations récemment à un collègue pour qu'il s'achète une voiture. Puis, j'ai parlé de différents modèles. Puis, il a été chez Kia, puis il a dit, j'ai acheté un Niro, j'ai regardé la EV4, mais c'était bien plus cher. Donc, même si le Niro a un PDSF plus élevé, il y a des incitatifs en ce moment. Location à peu près 491 $ par mois. Puis, on pourrait espérer qu'avec les nouvelles subventions, tourne aux environs de 400 $, peut-être même un peu moins, mais là, c'est vraiment spéculatif. Et donc, si ce que vous voulez, c'est une Kia et la voiture la plus abordable sur le marché, bien, ce n'est pas la voiture Kia la plus abordable, c'est le Kia Niro. Ceci étant dit, je pense qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus moderne qui va garder plus aussi sa valeur de revente dans la EV4. Mais pour le commun des mortels, si vous êtes le Québécois moyen, vous n'allez pas acheter la EV4, vous allez attendre le EV3, petit VUS compact, super intéressant. Même architecture, même batterie. Tout est assez similaire et il se fait attendre. C'est un grand succès partout ailleurs dans le monde, puis ça retarde probablement son arrivée ici. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens du grand public qui vont acheter la EV4. Ceci étant dit, c'est une bonne voiture, bonne autonomie. Ça va répondre aux besoins de la plupart des gens. Et c'est l'une des premières qui arrive dans ce nouveau segment de marché qui revient. Des véhicules électriques
assez moderne et abordable. C'était Gabriel pour Plus des Millages. On va se dire à la prochaine.